Utilisation d'un organomagnésiens pour des SN2 sur des halogénoalcanes primaires. Comme les organomagnésiens sont des nucléophiles, ils peuvent réagir sur les halogénoalcanes primaires selon une réaction de SN2, ce qui permet donc d'allonger la chaîne carbonée. Attention toutefois à la compétition avec le caractère basique très fort des organomagnésiens. L'élimination E2 peut aussi se produire et sera souvent majoritaire dans le cas d'un halogénoalcane secondaire et toujours majoritaire dans le cas d'un halogénoalcane tertiaire. Application. Donnez les produits des réactions ci-dessous. Je vous laisse le faire sur le polycopier en mettant pause sur la vidéo et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Donc, dans le premier cas, l'addition de magnésium sur l'halogénoalcane forme un organomagnésien, puis la réaction avec l'halogénoalcane ici est une SN2 avec attaque de ce doublet ici, départ du chlore et formation de ce composé. Dans le deuxième cas, de la même façon, on a formation d'un organomagnésien dans la première étape. Dans la deuxième étape, attention piège, on aurait envie de faire une SN2, mais ce n'est pas possible puisque c'est un halogénoalcane tertiaire. Ici, en fin de compte, ce qui va se passer, c'est une E2 et on obtient ce composé-là. Utilisation d'un organomagnésien pour des SN2 sur des époxydes. Un organomagnésien permet l'ouverture d'un époxyde. Après hydrolyse acide, on obtient donc un alcool. Dans le cas d'un époxyde qui est dissymétrique, la réaction sera régiosélective et sous contrôle stérique, c'est-à-dire que l'attaque de l'organomagnésien se fera sur le carbone le moins encombré. Application. Donnez le mécanisme et le produit majoritaire de la réaction ci-dessous. Vous avez la réaction sur le polycopier. Je vous laisse le faire sur le polycopier en mettant pause sur la vidéo et je donne le résultat dans quelques instants. Voici le résultat. L'organomagnésien, donc avec ce doublet carbone-magnésium, peut attaquer, selon un mécanisme de SN, le carbone électrophile de l'époxyde. Il attaquera préférentiellement le moins encombré, c'est-à-dire celui de gauche, celui-ci étant plus encombré. L'ouverture de l'époxyde donc impose la rupture de cette liaison, et finalement on obtient le produit suivant. Alors à noter que quand on obtient le produit suivant, donc l'oxygène ici est O-, c'est un alcoolate, et la partie MgBr devient une partie MgBr+, qui va se retrouver collée, en quelque sorte, sous la forme d'une paire d'ions à l'oxygène chargé négativement. Voilà le produit que l'on obtient. Lorsqu'on fait ensuite une hydrolyse acide, donc avec des ions H+, l'alcoolate peut se retransformer en alcool et on obtient le produit qui est ici. Il faut faire bien attention quand on dessine ce genre de réaction à respecter la géométrie des carbones. Ici, l'hydrogène est derrière, le méthyle est devant. Lorsque l'organomagnésien attaque, l'hydrogène reste derrière et le méthyle reste devant, mais ils sont tous les deux montés ici. Et finalement, voici la géométrie du produit final obtenu. Addition nucléophile d'un organomagnésien sur une fonction carbonyle CO. L'addition nucléophile d'un organomagnésien sur un carbonyle permet après hydrolyse la formation d'alcool. En effet, si on part par exemple d'une cétone, l'organomagnésien ici va pouvoir faire une addition nucléophile et on aura placé le groupe R sur le carbone électrophile, la fonction cétone devenant une fonction alcool. Ici, l'addition est non sélective, c'est-à-dire qu'on aura 50% d'attaque par devant donnant ce composé-là et 50% d'attaque par derrière donnant ce composé-là. Mécanisme simplifié. Ce dont il faut bien se souvenir avec l'organomagnésien, c'est que c'est la liaison CMG qui attaque. C'est ça la liaison, le doublet qui va être nucléophile. Addition nucléophile, donc attaque sur le carbone électrophile et rupture de la double liaison. On obtient un alcoolate. Là encore, il faut se souvenir que l'alcoolate au moins obtenu fait une paire d'ions avec le MgX+, qui est libéré par l'organomagnésien. Et ensuite, dans un deuxième temps, on fait une hydrolyse. Donc des ions H+, qui sont ici apportés par l'acide NH4Cl. Hydrolyse acide, et on obtient un alcool. Comme l'attaque est équiprobable devant et derrière, on obtient un mélange racémique. A noter qu'on ne dessine pas exactement tout dans le mécanisme. Quand on fait le mécanisme ici d'addition nucléophile d'un organomagnésien sur une cétone, on appelle ça un mécanisme simplifié,
puisqu'on n'explique pas exactement comment Mg2+, et X- se forment. Ici, il devrait y avoir normalement quelques flèches en plus ajoutées. Et puisqu'en fait, dans la réalité, le mécanisme est plus compliqué, il fait intervenir 3 molécules, l'acétone et 2 molécules d'organomagnésiens. Mais au programme de classe préparatoire, on utilise ce mécanisme simplifié là, donc on s'en contente. Autre remarque, l'hydrolyse de l'alcoolate magnésien, donc ce composé-là, est fortement exothermique, donc en général on utilise de la glace pour refroidir le ballon, et on la réalise avec un acide faible qui donne une base non nucléophile, pour éviter ensuite d'activer l'alcool ici et de le faire réagir pour qu'il se transforme en autre chose. Le composé de choix en général, c'est lésion ammonium NH4+, qui est un acide faible qui a seulement un pKa de 9 et qui donne la base NH3 qui n'est pas très nucléophile. Ça évite des réactions parasites et ça permet d'obtenir cet alcool-là sans qu'il réagisse ensuite et se transforme en autre chose. On peut aussi réaliser l'addition nucléophile d'un organomagnésien sur la carboglace, c'est-à-dire du dioxyde de carbone qu'on a refroidi suffisamment pour le retransformer en un solide. Ça ressemble concrètement à des glaçons, sauf que c'est des glaçons très très froids. En faisant cette réaction, on peut obtenir un acide carboxylique directement, ce qui est intéressant d'un point de vue synthétique. On part d'un organomagnésien, il peut attaquer CO2, donc là encore on a un carbone électrophile et puis on a une addition avec perte de la double liaison. Ça nous donne ici un ion carboxylate qui encore une fois fait une paire d'ions avec MgX+, et cet ion carboxylate, quand on l'hydrolyse ensuite, enfin quand on fait une hydrolyse acide, voilà, peut se transformer en acide carboxylique. Application, compléter les réactions suivantes avec les réactifs ou les produits manquants. Je vous laisse le faire sur le polycopier en mettant pause sur la vidéo et je donne les résultats dans quelques instants. Voici les résultats. Donc, pour la première réaction, on a d'abord formation d'un organomagnésien, puis réaction sur du dioxyde de carbone, autrement dit, formation d'un acide carboxylique. On voit bien qu'on a ajouté un carbone, puisqu'au début, il n'y avait qu'un carbone relié au cycle phényl, et à la fin, il y en a deux, puisqu'il y a aussi celui de la fonction acide carboxylique. Deuxième réaction, formation d'un organomagnésien, puis addition nucléophile de l'éthanal pour obtenir cet alcool. Troisième réaction, formation d'un organomagnésien, puis SN2 sur le carbone le moins encombré de l'époxyde, et puis ensuite, donc à chaque fois, on a des hydrolyses acides, et après hydrolyse acide, on obtient cet alcool. Savoir-faire C, protection par acétalisation. En présence d'un catalyseur acide, un alcool peut réagir avec un composé carbonylé selon le bilan suivant. Une cétone ou un aldéhyde, en réaction avec l'alcool, peut donner ce composé-là. Puis en réaction avec un deuxième équivalent d'alcool, peut donner ce composé-là, que l'on appelle un acétal. On voit ici donc qu'on a additionné 2 fois l'alcool, puisqu'on a les groupes OR et OR. Et pour l'hémiacétal, qui est le composé intermédiaire, on a additionné qu'une seule fois l'alcool, et de l'autre côté, on obtient OH. D'un point de vue cinétique, il faut une catalyse acide pour que cette réaction se fasse rapidement. En général, on utilise l'acide sulfurique, H2SO4, ou l'acide paratoluène sulfonique, qui est souvent abrévié APTS. On voit ici les formules de l'acide sulfurique et de la PTS. Et on voit que la PTS ressemble à l'acide sulfurique, puisque c'est comme si on avait retiré le groupe OH de l'acide sulfurique et qu'on l'avait substitué par le toluène étant cette molécule-là. Et c'est fait à dessein. En effet, l'acide sulfurique est un liquide volatile, et on verra que pour faire cette réaction, on préfère utiliser un catalyseur qui ne l'est pas trop. En ajoutant le groupe toluène, en greffant en quelque sorte le groupe toluène sur l'acide sulfurique, et en obtenant la PTS, on obtient un solide beaucoup moins volatile, anhydre. De plus, ce solide est tout de même très soluble dans les solvants organiques. En effet, le groupement toluène ici va permettre de faire des interactions de London importantes avec les autres molécules organiques, et donc de rendre le composé APTS très soluble. De plus, la plupart du temps, le solvant qu'on utilise pour faire la réaction, c'est justement le toluène. Et donc là, on voit clairement qu'il va y avoir des bonnes interactions. D'un point de vue thermodynamique, la réaction d'acétalisation est une réaction équilibrée, c'est-à-dire qu'on n'a pas formation totale des produits. Pour déplacer l'équilibre vers la formation des produits, on va soustraire l'eau au fur et à mesure de la réaction pour éviter une reformation des réactifs. Et pour ça, on utilise un appareil Dean-Stark.
Quel est le principe d'un montage Dean-Stark? Le montage Dean-Stark est un montage qui permet d'éliminer l'eau qui se forme tout au long de la réaction par distillation. Pour cela, on ajoute dans le milieu réactionnel un solvant organique qui sera un solvant d'entraînement, typiquement du toluène, qui doit être moins dense que l'eau. Donc ici, on a la réaction qui se produit dans le toluène et au début, il n'y a pas d'eau. Sauf que quand la réaction se produit, elle forme de l'eau. L'eau et le toluène étant les deux produits les plus volatiles du milieu réactionnel, ils vont se vaporiser et ils vont rentrer dans ce tube en verre jusqu'à arriver au réfrigérant. Lorsqu'ils arrivent au réfrigérant, ils se recondensent et leur vapeur tombe sous forme de liquide. Vu la forme particulière de la verrerie utilisée, le liquide tombe dans ce réservoir. Et ici, comme l'eau est plus dense que le toluène, elle va couler pour aller au fond du réservoir, alors que le toluène va remplir le réservoir et ensuite, par accumulation de toluène, il va y avoir du toluène qui redescend et qui retombe dans le ballon. Autrement dit, il y aura toujours du toluène dans le ballon. On fonctionne un peu comme sur un mélange, comme sur un chauffage à reflux. Le toluène monte, puis redescend. Mais l'eau, elle, est évaporée. Mais quand elle redescend, elle est piégée dans ce réservoir-là. Elle ne redescend plus, donc on a bien éliminé l'eau tout au long de la réaction. En outre, la lecture du volume d'eau dans l'éprouvette graduée permet de suivre l'avancement de la réaction, puisqu'on sait, en regardant le volume d'eau, combien de moles d'eau on a formé, et donc combien de moles de produit on réagit. Le mécanisme de l'acétalisation est un mécanisme assez long. Pour bien le comprendre, il faut premièrement le voir comme la succession de deux mécanismes simples. C'est premièrement une addition nucléophile de l'alcool sur la double liaison CO qui va former l'hémiacétal, et cette addition nucléophile est précédée d'une activation et suivie d'une régénération du catalyseur. Et puis une fois qu'on a l'hémiacétal, on fait une SN1 de la fonction OH par ROH, avec pareil, avant la réaction, une activation par H+, et après la réaction, une régénération du catalyseur. Alors voyons en détail ce que ça donne. L'acétone commence par être activé en réagissant sur H+, pour donner une version plus électrophile. L'alcool peut ensuite réaliser une addition nucléophile sur l'acétone. On obtient ce composé-là, et puis on a ensuite régénération du catalyseur, on obtient l'hémiacétal. Donc ici, en fin de compte, c'est juste une addition nucléophile, mais il faut la précéder d'une activation et la faire suivre d'une régénération pour avoir le mécanisme de façon efficace avec la catalyse. Pour la deuxième partie de la réaction, on part de l'hémiacétal. Là encore, on active pour former un bon groupe partant H2O. Ce groupe partant peut partir selon un mécanisme SN1 qui forme un carbocation. Et ensuite, l'alcool vient remplacer le groupe OH en attaquant le carbocation. On obtient ce composé-là, et puis régénération du catalyseur, on arrive sur l'acétal final. Prenez le temps de bien comprendre et bien écrire ce mécanisme sur votre polycopier, hein, et surtout de le comprendre, parce que ça ne sert à rien de le retenir par cœur sans avoir saisi vraiment son sens. Son sens, c'est deux mécanismes en fait. Un mécanisme d'addition, un mécanisme de substitution, et à chaque fois, ces mécanismes ils sont précédés d'une activation et suivis d'une régénération. À noter que la réaction est renversable, c'est-à-dire que dans le sens inverse, on l'appelle hydrolyse de l'acétal. Autrement dit, si je prends un acétal et que je le mets dans l'eau avec un catalyseur acide, je retrouve l'acétone que j'avais utilisé au départ pour former cet acétal. La catalyse acide est toujours nécessaire, y compris dans le sens de l'hydrolyse. Et ici, c'est quand on met l'eau en large excès que ça déplace la réaction dans le sens de l'hydrolyse. À l'inverse, quand on avait voulu faire l'acétalisation, on avait éliminé l'eau grâce au Dean-Stark. Là, maintenant, on en met plein pour être sûr que cette fois, la réaction se passe dans le sens inverse. Le mécanisme de l'hydrolyse d'un acétal, c'est exactement l'inverse du mécanisme de l'acétalisation. C'est-à-dire, premièrement, une SN1 et deuxièmement, une E1. Alors que pour l'acétalisation, c'était premièrement une addition nucléophile et deuxièmement, une SN1. C'est vraiment le mécanisme inverse, donc je vous encourage à essayer de le faire peut-être même vous-même sans regarder la réponse pour l'instant. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le mécanisme de l'acétalisation qu'on a écrit là, vous partez de l'acétal, vous le faites réagir sur H+, et là, ça vous fait, hop, la réaction d'activation électrophile. Et puis ensuite, ici, vous savez que vous devez obtenir cet intermédiaire-là, donc vous allez éliminer le groupe ROH pour obtenir la carbocation. Et là, pour passer de là à là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu l'eau qui est venue s'additionner. En fait, vous pouvez exactement reprendre les mêmes intermédiaires, mais ce qui va changer, c'est les flèches rouges, qui vont être légèrement différentes, et remonter de l'acétal jusqu'à l'acétone. Je vous laisse le faire et je donne la solution dans la vidéo suivante.